Chanson gaie, dans le rythme, l'en trouble mon cœur, dans l'harmonie enchante toujours, et dans l'air d'un peu d'amour. Ma chanson symbolise l'ancêtre béni, nourrice de chez nous du Mali, le Niger au long cours enchanté. Donc ici, le bureau du secrétariat de l'ex-arrondissement central de Bandiagara, nous venons de retrouver l'acte de naissance de M. Yambo Wolegem. L'acte, c'est le numéro 477, en date du 30 août 1940. Cet acte est de la période où Bandiagara était une subdivision dirigée par Harry Ortele, qui était assisté de M. Belko Guindo, interprète. Nous sommes ici à l'école Mamadou Tolo A, une des plus anciennes écoles de la ville de Bandiagara. Yambo Wolegem a fait ses études dans cette même classe où rien n'a changé de nos jours. Quand j'étais au Kounoma de Sévaré, Yambo était au lycée Asker Mohamed à l'époque. J'appelle le lycée Terrasson de Fougères. Donc, mais très tôt, comme les parents avaient les moyens, on l'a envoyé en France continuer ses études secondaires. C'est ainsi qu'il a fait le lycée Henri IV. Ça, c'est le célèbre lycée qui n'accepte pas n'importe qui. Et ensuite au lycée Charenton. Et après, il a fait sa licence, sa maîtrise, son DA. Et enfin, il était admissible à l'école normale supérieure, là où les Jean-Paul Sartre ont fait leurs études. Intellectuellement, c'était un homme brillant. Qualité littéraire, j'étais en admiration, c'est ce pourquoi je l'ai épousé d'ailleurs. À ce temps-là, quand j'étais étudiante, j'avais choisi la voie ordinaire, la voie universitaire, la Sorbonne. Mais lui, il avait la voie, comme on dit, entre guillemets, royale. Il a commencé par Cagnes, pour les connaisseurs, Hippocagne. Il était dans une école illustre que très peu de Noirs pouvaient fréquenter. C'est l'école, même pas école, c'est le lycée Henri IV, qui était dans le 5e arrondissement. Et moi, j'habitais dans une rue qui s'appelle la rue des Carmes. Donc, nous étions dans le même arrondissement à Paris. Quand je vous ai vu, j'ai vu la casquette Western Union. J'ai immédiatement compris que vous étiez envoyé pour les livres. Que non, je suis en train de vous dire. Ah, ça, c'est un truc que je porte contre le soleil. Comme je suis en juin. Non, moi, je suis en juin, oui. Non, ça jamais, non. Si vous la voulez, non, moi, je n'aime pas les casquettes. Ah, bon, c'est juste à cause du soleil. Donc, mon père était chargé de la réforme de l'enseignement. Moi, j'étais chargé de la continuer. Les Toubabs ne voulaient pas voir le noir instruit, ils voulaient voir le noir colonisé. Voilà. Et même maintenant, ça existe. Donc, un chef noir libre, ça ne leur plaît pas. Ça les indigne. Un chef noir président, ça les indigne.
Nos yeux boivent l'éclat du soleil et vaincus s'étonnent de pleurer. Mashallah wa bismillah. Un récit de l'aventure sanglante de la Négraï, honte aux hommes de rien, tiendrait aisément dans la première moitié de ce siècle, mais la véritable histoire des nègres commence beaucoup plus tôt avec les Saïfs, en l'an 1202 de notre ère, dans l'histoire africaine du Nankem au sud du Faisan, bien après les conquêtes d'Ogba Ben Nafi el-Fitri. Ce qui frappe lorsque le regard béant sur des solitudes amères, anciens, notables et griots parlent de cet empire, c'est devant la bénédiction implacable de Dieu, Wallah, la fuite désespérée de sa population, baptisée dans le supplice, implantée dans le Randé, disséminée le long des arides montagnes de Goroforo-Zinko, jalonnant les îles du fleuve Yamé sur plus de 2000 km en aval de Zuiko, occupant les frontières extrêmes de la côte atlantique, se dispersant enfin le long des savanes limitrophes de l'Afrique équatoriale, en groupements d'importance inégale, séparés les uns des autres par des tribus diverses, Radengi, Peul, Gondaïd, Berbero-Nomade, Ngodo, s'escrimant pour la prise du pouvoir impérial en rivalités intestines où la violence les disputait à l'épouvante. Yambo, sur le plan du style, reste inégalé jusqu'à présent. Sur le plan du style, il reste inégalé. De 68 à maintenant, il n'y a pas dans la littérature africaine un roman, je ne parle pas de la thématique, mais sur le plan du registre lexico-sémantique, sur le plan de la stylistique, sur le plan de la forme, je ne parle pas du fond. Il n'y a pas dans la littérature néo-africaine aujourd'hui, n'est-ce pas, une œuvre qui puisse quand même se comparer au devoir de violence de Wologem Yambo. Son style seulement montre que c'est un très grand écrivain. La conception même de l'ouvrage. La conception même de l'ouvrage. Devoir de violence a été écrit durant de très longues années. Parce que quand il venait en vacances, il en parlait à mon père. Les éditeurs le bousculaient pour qu'il le publie. Il n'a jamais voulu le publier. C'est quand il a signé un contrat avec Seuil qu'il a publié ce livre. Après la mort du juste Saïf Isaac el-Eït, cependant, le fils maudit, Saïf al-Aram et son ministre El-Haj Abdul Hassana, frappés d'une pierre qui les atteignit à l'âme qu'ils n'avaient pas, entretinrent à grands frais à la cour de l'Empire les familles les plus écoutées et les plus frondeuses. Et c'était pour elles 12 000 plats à chacun des repas de la journée, pots de vin, pension, titres de noblesse, aussi accablant qu'inutile. Somptuosité de contes de fées, il ne fut jusqu'à leurs chevaux, au nombre de 3260 qui ne buvassent, lait en mangeoire incrusté d'or et d'ivoire. À la Harmin Katamajo. Yambo Wologem était un précurseur parce que lui, il a écrit sur un sujet qui était loin de la politique et un sujet de culture, un sujet qui allait plus profond dans les problèmes sociaux de notre pays. C'est que le devoir de violence a balayé d'un revers de la main tout le patrimoine de la littérature africaine avant 1968, dont tout l'héritage de la négritude, d'un. De deux, ça a été un coup de tonnerre. Il fait exorciser. C'est-à-dire qu'il il donne la parole à une autre Afrique. Et cette Afrique-là, c'est l'Afrique à laquelle on ne s'attendait jamais. C'est une Afrique des qualités vraiment de construction de l'ouvrage. Il faut le reconnaître. Wologem était un écrivain. Vous savez, le prix Renaudot
accordé à Wolegem Yambo en 1968 a été différemment apprécié. Pour certains journaux occidentaux comme Le Monde ou comme West Africa par exemple, Wolegem Yambo a été cité comme le Spartacus du prix Renaudot. C'est-à-dire celui qui a mis le pied dans le plat. À l'époque, tout le peuple malien était fier. Moi, je me rappelle en 69 au premier festival panafricain à Alger, des arts et de la culture à Alger. Wolegem était là. Et il était avec la délégation malienne, avec les Mani Djedempo, les Massa Magan Diabaté et tous les autres. C'était un grand homme. Il était entouré de grands journalistes du monde, des plus grands journaux du monde, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. À l'époque, il était la fierté du Mali. Il a été reçu par le général de Gaulle. Ben, c'est déjà un signe que c'est un monsieur. Ce n'était pas un homme d'État, vous savez, ce n'était pas un ministre, ce n'était pas un directeur, ce n'était rien, mais un écrivain qui a été reçu par de Gaulle. Vous savez que de Gaulle lui-même était un grand écrivain. Il est sorti, pas major seulement de l'école polytechnique, mais il est sorti 10e. Mais regardez tous ces ouvrages-là, le style. Tous les Français reconnaissent le style de De Gaulle. Mais si De Gaulle vous reçoit, mon vieux, vous devez vous trouver satisfait. De par toutes les provinces, les résistants noirs rasient des captifs noirs et payent de cette monnaie aux marchands chevaux, poudre, armes, augmentant ainsi par ordre les colonnes incessantes du nombre des esclaves, tandis que de leur côté, les blancs gagnent du terrain. Tout est pris, saccagé, volé, et les captifs, au nombre de 8000 environ, sont rassemblés en un troupeau dont le colonel commence la distribution. Il écrivait lui-même sur un calepin, puis y renonçait, clamant « Partagez-vous cela ?» Et chaque blanc obtient plus de 10 femmes noires à son choix. Une femme est trouvée accroupie, elle est enceinte. On la pousse, on la bouscule à coups de genoux. Elle accouche debout en marchant. Kandu école warga fu wara ganga gajata pa no yar France ni fu no war fu ganga wara gajata nga dun andina mon cukago makko te duro yo kawi ko te duro ana jogi suka biyeteɗo nu te duro yehi hettono nu makko kilot o hettana yembow suka o ɓorni nden yembow wi kaw minne a hokkata kanna o jonka nanga duubal de jogoɗa yembow wi yiɗa duubal ngal sina kawi ko hettanamo kilot o kaw laato kokka nu kilot a hokkataka kaw wi nanga o yo nangata sina kaw o yehi hettonomo kilot o yo kaw niya hono nanen ko ka o jaɓayno moko sima dalle kolla moko sima dammodi kalana ala i faye min soro ala ko dama ko aw kanan dama dambode bafo ko a fo atunye gardi e kumanda o ka gardi tundu ubi yala so bala ubi yala yoro bela ko ale fa kera e kon karma go e fatemana e kon karma go ko ale era biteme afaka otuma ye monebo ala kike ifaye ko ima monebo adem se ma tungo defo
Moi, je suis partie en France, c'était pour avoir un diplôme. Et je me battais pour un diplôme et je voulais que Yambo ait l'agrégation. C'était mon ambition pour lui. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Et il me disait même une anecdote. Il me disait, tu me coupes les ailes. Moi, je ne veux pas de diplôme. Moi, je veux mieux. Je veux qu'on me connaisse par ma plume. Je ferai du bien par ma plume. Il avait même commencé à écrire des ouvrages scolaires à l'intention des petits Africains. Ces ouvrages scolaires qui sont sous le coude d'ailleurs, que nous allons éditer, ma fille plutôt. Des gens ont dit que Olégem Yambo est un phénomène en ce sens qu'il dort 3 heures par nuit. Et si l'inspiration le visite, il peut rester 24 heures sur 24 à écrire. Et quand on lui dit comment est-ce que tu arrives à faire tout ça, il se tape les fesses, cela veut dire que je me suis assis. C'est comme ça que j'ai écrit, n'est-ce pas, Le devoir de violence. Il a écrit d'autres livres comme Les 1001 Bibles du sexe, n'est-ce pas, puis Lettres à la France nègre. Tout ça, c'est dans la foulée du devoir de violence. Donc le devoir de violence, en tant qu'œuvre littéraire, c'est un événement. Honnêtement, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est un chef-d'œuvre. C'est excellemment bien écrit, très bien écrit. Ça constitue presque la fierté des Maliens. Parce que quand on lit ce roman, on se rend compte que vraiment Yambo est un intellectuel. Un homme de culture. Il a une vaste érudition. Ça, c'est incontestable. Saïf est entouré de sorciers, botanistes éprouvés qui étudient en saison sèche de préférence la nature des terrains où croissent des touffes de joncs et de lierre. Repères que choisissent caille ou perdrix pour pondre. C'est donc qu'une couleuvre n'est pas loin. Quel rapport, me direz-vous? Très simple. La couleuvre se nourrit de ses œufs. Donc le sorcier découvre le nid de couleuvre. Remontant vers des endroits plus rocailleux, il peut, à force de patience, découvrir la cachette d'une aspic. Il ne reste plus qu'à enfumer l'endroit à l'orifice duquel est placée une besace. Le reste est question de maîtrise nerveuse. Donc, retourner brusquement la besace, la fermer, la ficeler en prenant bien soin d'en laisser sortir la queue de la vipère. Simple prudence. Il s'agit d'éviter que celle-ci, dans ses exaspérations, ne tourne en tous sens et morde à l'improviste au moment de l'ouverture de la besace. Reste ensuite à se procurer la dabali. Il a révélé ce qu'on lui avait fait connaître. Et en tant qu'intellectuel, passer les connaissances à un autre, je pense que ce n'est pas une trahison. Mais seulement, bon, ça dépend de ce qu'on veut dire. Parce que moi, je cherche à connaître. Si je connais, il ne faut pas que je garde pour moi-même. Si je veux que ma culture soit connue des autres. Donc, dans le fait d'écrire, bon, je ne pense pas qu'il ait trahi la culture Dogon. J'ai dit devoir de violence. Bon, quand vous parlez, par exemple, de la manière d'empoisonner X, Y, par exemple, vous prenez la vipère scorpique, bon, vous conditionnez cet animal-là pour qu'il morde X à travers un tissu de la personne que vous aurez bouché, c'est-à-dire que vous aurez mis au bout des 2 bambous. Bon, ça, c'est pas un secret, ça. En pays Dogon, c'est pas un secret. Mais à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas le pays Dogon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire les coutumes chez nous, pensent que c'est un secret. Mais qu'est-ce qu'il a trahi? Je ne crois pas que ce soit un roman de divulgation des secrets Dogon. Enfin, ça aussi, c'était le cas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas poursuivi Griol, qui a fait Dieu d'eau, qui donne la parole à un prêtre, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, un des somas de la religion Dogon, Ogo Temeli, et qui explique un peu comment la religion Dogon concevait l'univers, la cosmogonie Dogon. Il n'y a pas eu de poursuite. Liliane Kesselout a publié un article dans lequel elle dit que le devoir de violence, c'est le conflit entre les Peuls et les Dogons. Et que Yambo aurait levé le voile sur beaucoup de secrets. Vous savez ce qui fait l'importance d'une œuvre littéraire? C'est la spéculation dont elle devient objet.
C'est que si Wollegam Yambo avait dit qu'il n'a pas parlé de Dogon, il aurait tué la valeur de son œuvre. Mais le fait que certains disent, par exemple, j'ai entendu que Wollegam Yambo a parlé de la vie de Sundiata jusqu'à maintenant, parce que c'est juste au moment où Sundiata arrivait au pouvoir, au début du XIIe siècle. En 1255, Sundiata est mort. Mais le roman de Yambo commence juste en ce moment, en plein pouvoir de Sundiata Keïta, de là-bas jusqu'à présent. Donc, chaque fois que quelqu'un lit une œuvre littéraire valable, il lui trouve une autre interprétation. La Negra est offerte par tonnes, conséquemment et gratis, masques et trésors artistiques aux acolytes de la chrobéniologie. Ah Seigneur, une larme pour la mentalité si célèbrement bon enfant de la Negraï. Seigneur, par pitié, Makari, Makari. Sécrétant son propre mythe, Chrobénius se fit génial mais désinvolte, malicieux mais pessimiste, soucieux de sa publicité, mais se gaussant d'une société qui lui avait tout donné. Si maintenant vous êtes noir, moi je suis, disons, tamashek ou bien chinois, je dis, mais vous êtes bien malheureux. Vous ne savez pas que vous êtes malheureux d'être noir, Dieu n'a pas besoin de vous. Si vous étiez blanc, ce serait mieux pour vous. Mais malheureusement pour vous, tout le monde n'a pas le privilège d'être blanc, vous avez la malchance d'être noir. Alors, ils sont partis écrire dans les Figaro littéraires. Tout le monde n'a pas le privilège d'être blanc. Frafin d'Ofle, à Contanembeca et Frafin, à América, qui Frafin au fin. Gaulle leur a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous injuriez cet homme? Je ne sais plus si c'était le Figaro littéraire, si c'était quelle revue, je ne sais pas. Mais j'ai vu des pages en tout cas. Hein, la traduction vis-à-vis du texte original. Il paraît qu'il aurait copié l'ouvrage d'un Anglais dénommé Graham Greene. Je crois que l'ouvrage en question s'appelait Battlefield. Traduction littérale, battle, bataille, champ. Field, c'est-à-dire champ de bataille. Je crois que la traduction propre en français, ça doit être la puissance et la gloire. Je crois que c'est ça l'ouvrage en question. Il paraît qu'il aurait plagié. Bon, des pages entières, ils ont mis des pages entières, ils ont montré quoi, le style. Moi, je pense que c'est le style, je ne sais pas si c'est le fond. C'est le fond, mais le style en tout cas, je crois que ça lui appartient, hein, il a son style. Hein. Léopold Sédar Senghor, n'est-ce pas, dans la revue Congo-Afrique de 1969, il écrit « Je ne nie pas que Wollegem Yambo soit un très grand talent, mais il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que le génie littéraire, il y a aussi une attitude morale en face de la vie, en face des grands problèmes. Je pense que c'est affligeant, je ne veux pas employer un mot plus sévère quand on voit des nègres, puisqu'il faut les appeler par leur nom, qui ont un succès littéraire et qui disent aux Blancs ce qui est agréable aux Blancs et qui n'osent pas affirmer leur foi dans leur ethnie, dans leurs idées. On ne peut pas faire une œuvre positive quand on nie tous ses ancêtres. Ça, à partir du moment où Wollegem Yambo à partir du moment où Senghor a écrit ça, la voie était ouverte pour en finir avec lui. Quand ça se passait, les différents procès, j'étais en Europe, j'ai suivi dans la presse et tout. En tant que Malien, ça m'a fait mal. Mais j'ai eu l'impression que c'était souvent tiré par les cheveux. Je crois qu'on a parlé de Maupassant, d'un autre écrivain anglais, je crois, et qui avait des passages, etc. Mais je dis, tout le livre, même ceux qui montraient qu'il y avait des passages, mais le livre est tellement riche. On pourrait enlever ces passages-là. D'habitude, ça se fait comme ça, n'est-ce pas? Quand il y a des procès pour plagiat, on enlève les passages incriminés et puis on réédite le livre. Mais là, dans ce cas, ils ont complètement détruit le livre. On n'a pas besoin de plagier quand on est capable d'écrire un livre. Et ce n'était pas son premier livre au passage. Yambo avait écrit pas mal de nouvelles. D'ailleurs, sa fille a une nouvelle sous le coude. Avant le livre, il a beaucoup écrit. Donc non, je ne crois pas en l'histoire du plagiat. Des passages qu'il a lus chez des auteurs africains, chez des auteurs comme les Greene, les Barthes et beaucoup d'autres, que ces écrits-là sont restés dans sa mémoire et ont ressurgi dans son manuscrit, n'est-ce pas? Parce que ce que l'inconscient, le subconscient enregistre, le plus souvent ça peut renaître sans qu'on s'attende à ça. Par exemple, moi je peux lire un roman maintenant, dans 10 ans, quand je me mets à écrire, le souvenir revient et
ma main fait vomir ce que mon cerveau a retenu et d'une manière inconsciente. Je ne sais pas que je suis en train de dire ce que j'ai, ce que mes yeux ont lu quelque part. Ça peut arriver. Ça, c'est la mémoire de la main. Yambo n'a pas fait de plagiat. C'est très simple. La phrase, il avait mis la phrase entre guillemets. Mais vous saviez, nous les Dogons, nous sommes des gros travailleurs. La phrase est entre guillemets. Mais quand il a eu son prix Ronaldo et que le livre a été traduit en 45 langues, il a essayé de créer sa propre imprimerie, les imprimeries du dauphin. Je ne sais pas si vous voyez les registres où il y a des dauphins qui ont les queues entrelacées. Ces imprimeries-là appartiennent à Yambo. Ça, je vous le confirme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il avait un contrat entre lui et Seuil. Un contrat, je crois, de 3, 4 ou 5 livres, 5 romans qu'il devait écrire. Bon. Compte tenu que c'était un écrivain, c'est-à-dire illuminé, très lu dans le monde entier, donc Seuil a été très intelligent. Il a fait sortir, c'est-à-dire à peu près des milliers de livres dans lesquels il n'a pas mis la phrase de l'anglais, là, entre guillemets. Et il a poussé l'anglais à les traduire en justice. Quand on voit les critiques qu'il y a eu contre le devoir de violence, on a l'impression qu'ils étaient tous lâchés. C'était vraiment une meute lâchée autour de Yambo Wologuem. À croire qu'il a vraiment dérangé la France littéraire de l'époque. Je me rappelle bien, il m'avait écrit une lettre en 68, 69, je ne me rappelle pas tellement de la date, dans laquelle il me disait que ne t'en fais pas, Baba Touskil, j'ai une force intérieure et une sécurité extérieure qui me permet d'ignorer les ennemis. Ils ne mourront pas. À l'époque, il était au tribunal avec Seuil. Mɔgɔ min ye maa lankolon ye hali I ka faso I tɛ se k'o défense ta mɔgɔ y'i fa gosi e tɛ se k'i ni bila I k'o jamana bɛɛ kɛ nin ye I mɔgɔ lankolon bɛ yen nɔ. Est-ce qu'il y a plus lâche qu'un Français qui est obligé d'appeler le monde entier à son secours pour libérer sa patrie? Il ne peut pas se battre pour sa propre patrie. Vous avez appris dans Corneille quand même l'histoire du Cid. Hein? Rodrigue a vengé son père qui était offensé. Mais est-ce qu'il a appelé une guerre mondiale? Non. Mais le Français, lâche qu'il est, aime le monde. Il n'aime pas mourir. Il faut que le noir meure à sa place. Mais maintenant, quand le noir meurt à sa place, le merci au noir là, c'est inventer un focard qui fait des coups de temps pareil au noir. Moi, je pense que le problème de Wologuem Yambo aujourd'hui, c'est le matraquage médiatique. C'est l'organisation de la presse pour démolir ce monument africain. Et il sera très difficile de monter encore un deuxième Yambo dans la littérature africaine. Quand on a toute la presse, quand vous avez passé toute votre jeunesse à rassembler des documents pour vous consacrer à la littérature, pour dire l'Afrique à votre manière, et que tous se ruent sur vous, à commencer par vos propres pères, ceux de la négritude, qui vous démontrent vos pères africains, la critique internationale, et que même ce livre qui a eu l'un des plus grands prix du monde, hein, que ce livre soit retiré des librairies, que ce livre soit dit insolvable, que l'auteur soit déclaré, disons, quelqu'un d'indigne, n'est-ce pas, au monde civilisé. Moi, je pense que ça ne peut pas laisser un individu intact. Ce n'est pas possible. Même dans les recueils de littérature africaine, je vais vous en donner un exemple. Vous avez une revue qui publie chaque année ce recueil de 2500 titres de littérature africaine et subsaharienne de la revue Notre Librairie. C'est une revue spécialisée qui s'intéresse aux livres parus en Afrique, aux Caraïbes et dans l'océan Indien. Il y a là un recueil de 2500 titres. C'est un recueil paru en juillet 88. Et sur les 2500 titres répertoriés et sur l'ensemble des auteurs mentionnés, vous fouillez toutes les pages jusqu'à la dernière, il n'y a pas mention de Yambo Wologuem. Donc pratiquement, même du point de vue répertoire, il est effacé des répertoires. Je n'ai pas de livre, je suis en train de vous dire que j'ai refusé ce truc-là pour injure. Injure raciale. J'ai la nuque lourde. Je ne sais si vous m'avez compris, mais c'est beau une folie. C'est un merveilleux alibi. C'est doux et terrible. Vous jouez, vous vous rendez compte et brusquement hurlez. J'ai le droit de devenir fou, qui m'en empêche?
Je n'ai ni père, ni mère, ni Dieu, ni diable. Contre Saïf, je choisis la folie. D'autres appellent ça être quelqu'un de spécial, d'original. Et si mon originalité à moi, c'est ma folie, hein? L'ambassade du Mali m'a dit qu'il a de sérieux ennuis et de sérieux ennuis de santé. Et ensuite, on m'a dit où je pouvais le trouver. Je suis allée avec les filles. On n'a pas voulu me laisser le voir. Ni moi, ni les filles, nous sommes rentrés. Le médecin m'a posé des questions. J'ai répondu. Je ne savais pas que ces notes qu'il prenait allaient un jour dans un dossier. D'aucuns disent qu'il serait victime, je ne sais pas, d'un sort qui lui aurait été lancé. D'autres disent, n'est-ce pas, qu'il a été victime d'une trahison, n'est-ce pas, tramée depuis la France et qu'on l'aurait ligoté et envoyé ici manu militari. Bon, il y a des gammes diverses d'interprétations, on ne sait pas quelle est la vraie version. Quand il a eu ses problèmes au niveau du tribunal, ils l'ont arrêté. Ils l'ont d'abord retiré son passeport. À l'époque, il avait demandé aide et assistance à l'ambassadeur du Mali, qui ne l'a pas répondu favorablement. Est-ce que vous compreniez? Parce que, vous saviez, bon, les hommes sont ce qu'ils sont. Est-ce vrai? Bon, donc, ils l'ont mis, c'est-à-dire, ils l'ont empoisonné en un mot. Yambo a été empoisonné. Ni était sa forte constitution, il s'est revenu au Mali mort. Il a été empoisonné, son sang a été empoisonné. Bon, Dieu merci, il y a des plantes médicinales au pays d'Ogon. Son père l'a soigné petit à petit, pour évacuer tout le poison qu'il avait. Tous les matins, il le faisait courir plus de 5 km sur la route de Gao. Ouais. Abise katile zunne te atukuma. Dugutila manke. Faba fobuli. Abe buli kilo saba. Aba fenge. Oui, la boula. C'est. Abise di kanaka soro duguma. Le Yambo était un prince. Il avait tout. Mais brusquement comme ça, on se rue sur lui. On sort à droite et à gauche des arguments. On le démonte de tous côtés, on essaie de l'abattre. Mais quels que soient les nerfs d'un individu, même l'œuvre, votre enfant, hein, né de vos tripes, quand vous voyez qu'on lacère ça, on jette ça à la poubelle, on ne peut pas garder l'honneur. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est très difficile de garder son sang-froid quand on a été victime d'une telle cabale médiatique organisée à l'échelle internationale. Si vous faites des enquêtes, il y en a qui vont vous dire qu'il est mort. Pour beaucoup de jeunes Maliens, Yambo Wologem n'existe plus. Il n'est pas vivant, je vais dire. Tellement la ghettoisation a marché. On ne sait pas s'il est vivant ou pas. Certains ne savent même pas qu'il a existé. Ça aussi, c'est plus grave. Donc, L'âge d'or est pour demain, quand tous les salauds crèveront. La fureur habite tous les personnages qui ne montrent que le bout de l'oreille, ne paraissent qu'à travers un trou de serrure, l'espace d'un éclair et tue, s'éclipse. La frénésie vibre dans les images, gardant la nostalgie des hautes époques et de la clandestinité. Le clandestin était un dieu traqué, libre, qui à chaque coup de feu repartait à zéro avec un monde de son choix, des salauds de son choix, des cœurs purs de son choix, puis tout d'un coup, vlan, la liberté reconquise sur un arrière-fond d'aventure et de légende.
Wologuem vraiment a fait honneur au Mali par le passé. La patrie reconnaissante en principe devrait faire quelque chose. Mais ça, c'est en dehors de Sogodogo. Je ne peux rien. Mais c'est mon point de vue. Tout grand intellectuel comme lui, tous ceux qui ont mérité de la patrie comme lui, évidemment, doivent être récompensés. Aujourd'hui même. Yambo Wologuem, dans l'état où il est aujourd'hui, il mérite soutien, solidarité et reconnaissance nationale. Wologuem doit être réhabilité, je l'ai dit. Réhabilité au sens moral. Réhabilité en ce sens que l'école doit certainement de plus en plus lire dans les classes littéraires, lire l'ouvrage. C'est vrai que c'est difficile de le trouver, mais il y en a encore quelques-uns dans nos bibliothèques. Il faudrait que les profs de français consacrent du temps à cet ouvrage-là. Sinon, effectivement, les critiques les plus malsaines qui ont été faites prendront le dessus. Nous aurons souhaité que ça s'évolue positivement pour le bien de tout le monde. Yambo réhabilité, mais c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. J'aimerais que toutes les bonnes volontés se mobilisent pour mon père, pour l'aider, de quelque manière que ce soit. Au devoir de violence de Wologuem Yambo, le Mali doit un devoir de retour à son fils. Même si le chant de l'oiseau ne vous plaît pas, on ne le tue pas pour autant. S'il revient en force demain dans la littérature africaine, nous aurons honte de vouloir participer à une fête organisée à la mémoire de Wologuem Yambo. Il ne faudrait pas attendre que Yambo disparaisse pour lui dédier ceci ou cela. Pendant qu'il est temps, il n'a pas demandé ça. Hein. Il n'a pas demandé l'aide, il n'a pas demandé une contribution quelconque. Mais je dis que nous devons, nous, être à ses côtés. Souvent, il est vrai, l'âme veut rêver l'écho sans passer du bonheur. Mais jeté dans le monde, on ne peut s'empêcher de songer que Saïf pleurait 3 millions de fois, renaît sans cesse à l'histoire sous les cendres chaudes de plus de 30 républiques africaines. L'homme est dans l'histoire et l'histoire dans la politique. Nous sommes déchirés par la politique. Il n'y a ni solidarité, ni pureté possible. Quand on lit ce roman et quand on vient ici à Sévère, on voit Yambo, eh bien, il y a d'abord une sorte de déception, presque un choc. On est choqué de le voir dans l'état où il est. C'est quand même quelqu'un qui a rendu, n'est-ce pas, qui a fait quelque chose, qui a apporté sa pierre à l'édification de l'édifice littéraire mondial. Yambo habite dans sa maison paternelle à Sévaré, qui est dans une situation de délabrement sans pareil. Yambo est visité par le monde extérieur, des journalistes et des hommes de lettres et d'œuvres qui quittent le monde entier pour venir voir Yambo. Certes, il n'accorde pas facilement d'interviews, mais quand même, il ne peut pas empêcher les uns et les autres de connaître le site qu'il abrite. Et ce site, aujourd'hui, ressemble plutôt à un cimetière, de par son état physique, de par le silence qui l'entoure. Il s'y dégage une atmosphère mélancolique semblable à l'état dans lequel on a voulu l'embrigader Yambo lui-même depuis la France et encore ici chez lui, dans son propre pays qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir. Yambo n'est pas malade, Yambo est bien portant, tant moralement que physiquement. D'ailleurs, il est marié. Il s'est remarié. Il a 4 gosses, 3 garçons et une fille. D'ailleurs, le premier garçon qui porte le nom de notre père, Boukari Wologuem, est en 10e lettre.
J'espère qu'il sera un futur Yambo. J'aurais aimé, je voulais même, j'ai eu l'idée, ça m'a effleuré l'esprit, d'accompagner ma fille au pays d'Ogon, à Sévaré, d'aller le voir. Ko ina Allah wal malaikatu yusalluna ala nabi ko ala ni aka malaika o be do ke c'est pas obeseli o be do ka ala kira sallallahu alaihi wasallam aw mi yeshlame na o do sama ala kira ma do mo mi do ke ala kira shin kele ala be do ka shin ta ni do ka ala kira shin ta ala be do ke shin kele ni do ka ala kira shin kele ala be do ke shin wa kele ni da sama ala kira ma shin wa kele kelen kono ko donc ibi sigi wala kabini fitri fo dugu kaje kabini be jena ibi kal jena so. Ça a été une rencontre très intense, très intense. Je ne pourrais pas vous la décrire, mais dans nos regards, eh bien, il s'est passé énormément de choses que je ne peux pas décrire par des mots. Mais toujours est-il que je sais que j'ai beaucoup d'impact sur mon père. Quand on s'est regardé, les yeux dans les yeux, eh bien, je m'aperçois qu'il m'aime beaucoup. Et la réciproque est là.